Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'un sujet dont personne ou presque ne parle et qui pourtant nous concerne toutes et tous. Tout de suite, je vous propose de découvrir de quoi il s'agit en images. Regardez. Dans notre société où la perfection est de mise, il n'est pas facile de s'accepter tel que nous sommes. Quelques kilos de trop, nos addictions ou notre statut social, surtout dans le regard des autres, nous font parfois honte. Alors il y a les grandes hontes de la vie. Maintenant je dirais tout simplement quand on se plante, qu'on se vautre à terre. Maintenant le plus important je dirais c'est surtout de savoir se relever et de savoir rire de soi-même. Maintenant les hontes où c'est même difficile de rire de soi-même, on n'en parle pas, c'est sûr. En tout cas on essaye de le garder pour soi-même. Après, il y a des situations vraiment grotesques qui peuvent me faire honte, se retrouver tout nu, des choses comme ça. J'ai pas honte de ma propre personne de manière globale. Je veux dire, j'ai pas même sur mes lacunes, des choses que j'aimerais, des dons que j'aimerais avoir, je ne les ai pas, je vais pas en avoir honte. Mais c'est plutôt des situations qui vont induire une honte, à mon avis. Mon manque de courage face à l'indifférence que parfois j'éprouve. Ça peut être vis-à-vis des plus faibles, par exemple, qui sont dans notre société. Je pense en particulier aux sans-abri qui sont dans la rue. Moi, une de mes plus grandes hontes, c'est justement d'être parfois indifférent, c'est-à-dire le manque de les considérer comme mes semblables. J'ai félicité une dame pour sa grossesse et en fait, elle avait déjà accouché et elle m'a répondu « Désolé, oui, c'est vrai que j'ai pas encore tout perdu ». Donc voilà, je ne savais pas trop où me mettre. La honte que nous ressentons est sans doute l'émotion la plus taboue qui existe. On ne parle pas de ces hontes, ou alors difficilement. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gioz d'avoir réalisé ce micro-trottoir et merci aussi à mes collègues de Catobel de UNRCF de s'être prêtés au jeu. Ils n'étaient pas au courant de la question qu'on allait leur poser. Alors pour parler justement de la honte aujourd'hui, qui est un sujet encore largement tabou, comme on vient de l'entendre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Le docteur Éric Constant, qui est psychiatre, professeur à l'UC Louvain à l'ULiège. Docteur, bonjour, bienvenue dans cette émission. Merci. Avec nous également Caroline Werbroek, qui est déléguée épiscopale au vicariat de la santé du diocèse de Liège, mais également aumônière d'hôpital et théologienne. Bienvenue Caroline, à vous également. Merci beaucoup. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est un peu la même que celle qu'on a posée à mes collègues. Docteur Constant, qu'est-ce qui vous fait honte dans la vie quotidienne? Alors, on pourrait le prendre dans le langage commun, comme on vient de l'entendre, d'avoir honte de certaines choses. Maintenant, peut-être, je vais vous étonner, mais je vous dirais que je me sens peut-être plus coupable de certaines choses que d'avoir vraiment honte. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence à faire entre la culpabilité et la honte. Ça, je pense que c'est important. Je veux dire par là que la culpabilité, c'est si je me reproche d'avoir fait des choses, effectivement, dont je ne suis pas fier, mais dont je peux obtenir réparation, finalement. Et ça ne va pas me déstructurer vraiment fondamentalement. Et ça, il y en a sûrement des choses que je me reproche. Mais vraiment d'avoir honte, c'est-à-dire de perdre ma qualité d'humain dans le regard de l'autre, ça, je n'ai peut-être pas cette impression d'avoir vraiment de la honte. Tant mieux. D'ailleurs, on va y revenir puisque vous avez déjà abordé quelques sujets dans votre réponse. Caroline Werbroek, il y a des choses qui vous donnent honte concrètement? Eh bien, je me suis rendu compte que j'ai honte des abus sexuels dans l'Église et que j'ai ressenti un sentiment parfois de honte devant la honte que je ressentais chez quelqu'un qui m'en parlait. La honte est contagieuse d'une certaine façon? Je pense que la honte est effectivement contagieuse. Oui, je pense qu'elle l'est. Docteur Constance, c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas. Quand on en parle, on a honte d'en parler et la personne en face de nous, ça provoque aussi une forme de honte? Effectivement, c'est très difficile de parler de la honte. D'ailleurs, comme vous le dites, on en parle très peu. Si vous regardez même la littérature, il y a très peu de livres consacrés à la honte, alors que pour d'autres émotions, il y a beaucoup de livres qui sont consacrés. Parce que la honte, comme vous le disiez, elle est très contagieuse. Et donc, dans le regard de la honte de l'autre, ça va directement me renvoyer à mes propres sentiments, voire à ma propre honte. Et donc, ça aura aussi des implications sur le plan thérapeutique, parce qu'on va voir plus tard qu'on aura tendance à essayer de la balayer au plus vite plutôt que de l'accueillir, la honte.
Comment définiriez-vous la honte? Vous avez dit que c'était différent du sentiment de culpabilité. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a honte? Quelles sont les conséquences pour les personnes? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un sentiment, une émotion, comme il y a la joie, comme il y a la tristesse, comme il y a le dégoût. Mais elle est quand même assez différente dans le sens où, pour bien la comprendre, il faut faire vraiment la différence entre la pudeur, la culpabilité et la honte, je dirais. Si vous voulez bien, on va commencer par la pudeur, ça permettra de mieux expliquer les choses. La pudeur, ce sont des choses dont peut-être je ne serais pas fier si l'autre le savait. Et donc, en amont, je vais déjà me prémunir pour essayer de mettre un voile là-dessus pour ne pas le montrer à l'autre. Donc, je suis ici à titre préventif. Dans la culpabilité, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, dont je peux m'en vouloir. Je peux d'ailleurs même peut-être perdre de l'estime pour moi-même. Et je vois que l'autre peut m'en vouloir aussi. Mais je peux demander réparation. Je peux faire une peine éventuellement si c'est un délit. Et pour rester dans la société, donc je vais dire, c'est socialement structurant. Alors que dans la honte, oui, je ne me sens pas fier, j'ai peut-être fait quelque chose, j'ai peut-être vécu quelque chose. Je m'en sens aussi coupable, redevable, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que je peux perdre vraiment mes qualités d'être humain. Ça est tellement gros, c'est tellement important que je peux perdre vraiment le soutien de ma communauté en tant qu'humain. Donc on voit que ça va beaucoup plus loin que la culpabilité. Ça peut arriver que la personne qui a honte se rejette elle-même aussi, en quelque sorte? Effectivement, et donc c'est en ce sens que c'est très déstructurant, puisque ça peut aller vers une véritable dissociation, où l'individu perd, on va parler de dépersonnalisation en psychiatrie, où la personne va vraiment avoir l'impression de perdre pied, pour utiliser un langage commun. Caroline Huerbroek, vous êtes aumônière d'hôpital, parmi vos différentes missions. Ça vous arrive de rencontrer dans vos accompagnements spirituels des personnes qui ont honte? Vous disiez d'ailleurs que ça pouvait éventuellement provoquer une forme de honte chez vous aussi. Mais c'est vrai que comme accompagnatrice spirituelle, souvent, puisqu'on est autour des questions de sens de la vie et parfois des questions de foi, souvent on écoute le récit de vie de la personne où spontanément elle nous fait un peu un récit de vie, et parfois il peut arriver que la personne, aussi parce que nous sommes des personnes considérées, je dirais, comme peu dangereuses, des personnes de confiance, parfois des personnes alors livrent la honte d'être alcoolique, ou la honte d'avoir été abusé, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que là, vraiment, on va vraiment les écouter, parce que, comme le disait le docteur Constant, devant des traumatismes aussi, parfois, on aurait tendance à vite refermer, alors que les personnes ont au contraire besoin d'une écoute bienveillante, encourageante. Et évidemment, on va souvent les encourager à en parler à l'équipe soignante si ce n'est déjà fait. Mais donc oui, on entend cette honte d'être aussi des patients psychiatriques, d'être abusés, d'être alcooliques. Ou parfois, les personnes ressentent un sentiment de honte et on ne sait pas pourquoi. Et peut-être que ça cache aussi quelque chose, beaucoup plus une question familiale. Voilà. Docteur Constant, donc c'est difficile de parler quand on subit la honte. Comme Caroline disait, ça peut avoir pas mal de causes. Pourtant, il est important d'en parler. Il est capital d'en parler parce que, justement, si l'individu garde ça en lui sans avoir la possibilité d'en parler, ça peut, comme on dit, ça peut tourner mal et ça peut devenir vraiment un mode de fonctionnement. J'en veux pour prendre, par exemple, dans le masochisme. Dans le masochisme, c'est souvent une honte qui n'a pas été travaillée et où l'individu se referme sur cette honte qui prend tout le pas dans sa vie. Et contrairement à ce qu'on pense souvent le masochiste, c'est quelqu'un qui aime finalement la souffrance. C'est souvent pas comme ça. C'est pas pour se faire plaisir. C'est parce qu'il pense qu'il ne peut plus être considéré que dans ce rôle-là, de la honte et de l'humiliation. Et donc toute sa vie va tourner autour de cette honte et de cette humiliation qu'il a peut-être vécue à un moment donné et qu'il n'a pas pu, je vais dire, métaboliser, qu'il n'a pas pu travailler, qu'il n'a pas pu être accueilli.
Alors la honte dans le domaine psychiatrique, psychologique est aussi assez nouveau, on n'en parle pas beaucoup encore. C'est pourquoi, Dr Constant, avec d'autres, vous organisez un colloque qui se déroulera à Liège le 18 mars prochain. Donc un colloque qui touche à la fois à la psychologie, psychiatrie, mais aussi la théologie. À ce colloque, vous serez présent, Dr Constant, mais aussi Patrick Laurent, qui est psychothérapeute, ou le théologien Dominique Martens. Alors, de nombreuses personnes souffrant de maladies psychiques sont bien évidemment aussi confrontées à la honte du fait de leur situation. À ce sujet, je vous propose de découvrir un autre reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios au centre hospitalier Notre-Dame-des-Anges à Liège. Je vous laisse regarder ce reportage. C'est sur les hauteurs de Liège, à l'hôpital de jour du centre hospitalier spécialisé Notre-Dame-des-Anges, que se rend plusieurs fois par semaine celle que nous appellerons aujourd'hui Marie. Un jour, elle n'a pas eu le choix. Il a fallu franchir la porte d'un hôpital psychiatrique pour demander l'aide de professionnels de la santé mentale. Une démarche qui lui a demandé beaucoup de courage. On a peur que les autres ne comprennent pas. Et c'est pas évident de parler de nos soucis et notre dépendance de certaines substances. C'est surtout ça, c'est la peur d'être jugé par les autres. C'est ça qui nous bloque. Donc ici, ce sont des gens de métier qui savent nous comprendre, qui nous expliquent, qui nous rassurent. Et ça nous aide énormément. Face à la clinique, s'étend un vaste terrain, le Pré des Maclottes. Transformé en potager, il est devenu un véritable espace tampon entre l'hospitalisation et la vraie vie. C'est ainsi que se retrouvent ici les patients, les thérapeutes, mais aussi les anciens résidents. Ah oui, c'est particulier puisque c'est détaché de la clinique. On est en dehors de l'enceinte, de l'hôpital. Et du coup, les malades peuvent sortir, enfin, et venir s'aérer, mettre les mains dans la terre. Alors comment les patients vivent-ils en général leur hospitalisation? C'est très compliqué au début pour certains, naturellement, parce qu'ils ne connaissent pas le monde de la psychiatrie. C'est une maladie parfois nouvelle et parfois très dure à vivre. Du coup, oui, on se doit d'aller vers eux et essayer de pouvoir les amener à un autre horizon, le plus vite vers l'extérieur, dans le monde actuel, dans la société. On va couper celle-là. Alors justement, est-ce que le regard de la société les gêne? Oui, parfois. Ouais. C'est très dur à porter. On se demande si on va encore être accepté par cette société, par sa famille aussi. Et puis par les autres ici qui travaillent, quel est le regard de chacun l'un envers l'autre? Est-ce qu'on est bienveillant là où on va aller en thérapie? Parfois, c'est pas facile de s'intégrer. Ce n'est certainement pas évident d'en parler dans l'entourage même, mais vis-à-vis, donc après les années, ils comprennent la situation que je vis et eux-mêmes, ils jugent même aussi quand ça ne va pas bien avec moi. Et c'est d'un point de vue, c'est bien aussi pour ma personne. C'est souvent les dire que l'on a des patients, un mal-être et un manque de confiance, de dire voilà, je suis hospitalisé pour telle ou telle pathologie psychiatrique. Pour eux, c'est un peu être en dehors de la normalité de la société. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour eux d'en parler, que ce soit à leur épouse, à leur enfant ou à leurs proches, etc. C'est un peu le cercle social qui en prend un coup pour eux. Et comment arrivez-vous justement à les faire s'exprimer sur le sujet de la honte en fait? Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment une honte, une gêne. Donc il faut savoir qu'on travaille avec le réseau extérieur, donc les institutions, mais aussi la famille, les proches, etc. Et on essaye d'introduire la famille du patient le plus rapidement possible dans son processus de soins. Donc on fait des réunions de concertation avec la famille, l'époux, les enfants, pour parler
justement de l'actualité et également du projet futur du patient pour pouvoir être sur la même longueur d'onde pour nous en tant que professionnels de soins, pour le patient qui doit être acteur de sa santé, mais aussi pour tout ce rayon social qui doit après le supporter et l'encourager à l'extérieur. Oser en parler, c'est déjà beaucoup de choses puisque on entame la conversation, c'est un peu un appel à l'aide et les proches doivent pouvoir recevoir cet appel à l'aide-là et pouvoir entourer le patient. Pour ces patients, il faudra retrouver une image de soi qui leur plaise et qui leur permette alors d'affronter le monde extérieur en toute confiance. Voilà pour ce reportage sur les personnes en psychiatrie. Docteur Constant, vous êtes d'ailleurs directeur médical au centre hospitalier Notre-Dame-des-Anges. Donc évidemment, on comprend que la honte vient en quelque sorte en rajouter à des personnes qui souffrent de maladies psychiques ou de dépression, de bipolarité. À l'inverse aussi, la honte peut être une cause de dépression, mais comment se passe l'accompagnement psychologique de personnes qui doivent être, entre guillemets, traitées de la honte? Est-ce qu'il y a des thérapies spécifiques pour soigner la honte? Alors, je dirais d'abord que ce qui me semble le plus important, c'est de l'accueillir. On l'introduisait déjà tout à l'heure. Accueillir la honte, c'est pas facile puisque ça renvoie à ma propre honte éventuellement. Et donc, en tant que soignant, j'aurais tendance à essayer peut-être de l'évacuer rapidement. Et en tant que soignant, on se dit souvent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Et c'est déjà prématuré. Donc, je pense que le moment le plus important, c'est vraiment de pouvoir accueillir le dire du patient, son récit. Hein. Et je pense que ce qui est également très important, c'est la qualité de la présence de l'intervenant qui écoute. J'aime beaucoup ce concept de présence parce que c'est vraiment comment on peut être présent à l'autre, comment est-ce qu'on peut l'accueillir, qu'on peut accueillir son récit sans que je veuille directement évacuer le problème en lui donnant des conseils. Et c'est en ce sens que le thérapeute, c'est très différent d'un coach. Un coach, il est là pour conseiller, pour donner des conseils, pour motiver. Le thérapeute ne va pas être directement pour là. Il va aussi travailler, il va aussi essayer d'encourager dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, il doit d'abord pouvoir accueillir, être là et montrer, de par son attitude, son empathie, sa présence à l'autre, que les deux intersubjectivités se rencontrent et qu'on n'est pas comme ça. Vous savez, hier, une de mes patientes qui vit un deuil me disait « mais c'est incroyable comme les gens sont maladroits. Ils vous disent « mais allez, tu vas remonter la pente, tu sais, ça va aller. » Elle dit « mais ils se rendent pas compte, je n'en suis pas là, je viens de perdre mon époux, je n'en suis pas là. » Donc il faut d'abord que cette rencontre ait lieu avant de pouvoir aller dans un deuxième temps, essayer de voir comment on va pouvoir métaboliser avec le patient sa honte. Et donc je crois beaucoup plus à ce moment de présence dans un premier temps qu'à des techniques particulières. Maintenant, après, on va travailler la confiance en soi, l'inclusion, on l'a très bien vu dans le reportage, comment l'individu va pouvoir rester dans son tissu familial, ne pas en être exclu, que ses qualités d'humain, malgré la maladie, restent présentes. Tout ça, ce sont des choses qu'on va accueillir et qu'on va travailler dans un deuxième temps, mais dans un deuxième temps seulement. Caroline Werbroek, même question un petit peu dans l'accompagnement spirituel par rapport à des personnes qui subissent la honte. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, je vais vraiment m'inscrire dans la même veine, malgré que nous avons un rôle différent que le docteur Constant. On pourrait penser que l'aumônier, l'accompagnateur spirituel, va vite venir taper sur l'épaule de la personne en disant « mais tu sais, tu es croyant, tu as honte, mais Dieu est bienveillant, Dieu est amour ». Et pourtant, si nous faisons cela, nous bâillonnons la personne. Et dans la Bible, vous le savez comme moi, Christophe, Dieu ne bâillonne pas le cri de l'homme. Et donc, aussi, dans l'accompagnement spirituel, si ce sujet, ou d'autres sujets d'ailleurs, sont amenés par la personne que nous rencontrons, il y a d'abord cette écoute, vraiment jusqu'au bout. Et alors, peut-être, oui, voir comment la personne se sent, parce que parfois la personne dit elle-même « j'ai honte dans la société, mais j'ai honte devant Dieu aussi ». Et donc cette écoute, qui est vraiment primordiale et fondamentale, dans un deuxième temps peut-être, allons-nous pouvoir retrouver, relire certains textes bibliques où on voit ce Dieu qui cherche
à voir l'être humain dans toute son entièreté et à le relever. Mais je dirais là, j'aurais vraiment cette réponse, attention aux raccourcis qui ne sont là que pour nous protéger nous-mêmes de la souffrance du patient. Nous devons entendre sa parole spirituelle, son cri, et c'est l'accompagnement. Et donc, ça prend du temps, c'est une certaine temporalité. Alors évidemment, dans les cas de honte, si j'ose dire, les personnes qui ont subi des abus, parfois des viols, pour elles, la honte est souvent très forte. Docteur Constant, est-ce qu'il faut malgré tout amener ces personnes à parler? Comment les amener à parler de ce qu'elles ont vécu pour pouvoir éventuellement dépasser cette honte qu'elles éprouvent? D'abord, effectivement, leur montrer qu'elles peuvent en parler et que je peux entendre ce qu'elles sont en train de me dire. Et c'est là où la particularité de la présence est particulièrement importante. Et ça se manifeste, vous savez, des patients vous disent parfois c'est même 1 an ou 2 après, vous savez, là je suis venu vous trouver et j'ai vu à votre regard que je pouvais le dire. Je ne l'avais jamais dit à personne et j'ai pu me livrer. Et pourtant, au départ, j'étais convaincu que je n'allais pas pouvoir en parler. Donc, c'est vraiment cette possibilité, de laisser cette possibilité d'en parler. Et puis, je dirais que d'un point de vue thérapeutique, quand on a vécu des choses aussi difficiles que des viols que vous évoquez, le thérapeute va aider le patient à penser sa honte, dans les 2 sens du terme, P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R. Penser, la métaboliser, je disais, et essayer de voir les circonstances, de voir comment il va pouvoir en sortir et ne pas rester enfermé comme une victime dans sa honte qui peut perdurer. Mais aussi c'est P-A-N-S-E-R, c'est-à-dire la couvrir. Et d'ailleurs, dans notre serment d'Hippocrate, il y a cette notion de penser comme on pense une plaie avec un pansement qui la couvre. Eh bien, on va aussi penser la honte, c'est-à-dire que on ne va pas commencer à aller la divulguer, on va partager des choses dans une équipe pour la continuité des soins, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout dire de ce que la personne a vécu. Et ça, c'est vrai que c'est plus tout à fait d'actualité dans une société qui veut toujours la transparence à l'autre, où tout doit être dit, où le secret est vécu comme une chose, un manque de vérité. Ce n'est pas comme ça dans la pratique. Caroline Verbroek, la culpabilité est fort présente dans le christianisme. Là, je m'adresse à la théologienne. Est-ce que la honte aussi y est présente? Et j'ai envie de poser la question, est-ce que la foi chrétienne prévoit des remèdes, entre guillemets, à la honte? La foi chrétienne et la Bible, Christophe, vous le savez bien, ne prévoit pas des remèdes. Elle nous offre des récits pour peut-être penser, P-E-N-S, et penser, P-A-N-S-E-R, entamer un chemin de libération. Je pense à ce livre d'Anne Lécu, Dieu couvrira la honte. Enfin, je dis peut-être mal le titre, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On pense au récit de la Genèse aussi, où à un moment donné, peut-être dans le texte, Adam et Ève ont honte d'être nus, et on regardera ce texte avec le théologien et l'exégète Dominique Martens. Mais en tout cas, la foi chrétienne propose un accueil inconditionnel, et notre Dieu propose un accueil inconditionnel et un chemin de libération. Et d'ouvrir un avenir. Et ça, c'est très présent dans les textes bibliques et dans notre tradition chrétienne, mais ce ne sont pas des remèdes, ce sont des ouvertures. Voilà, important de faire la distinction. Je pourrais peut-être simplement redire que, d'une certaine manière, Jésus le Christ est mort d'une certaine manière comme quelqu'un de honteux. On pourrait aussi penser cette question-là, et peut-être aussi que c'est pour nous libérer de la honte. Enfin, voilà. Quelque chose à explorer. En tout cas, on arrive tout doucement déjà au terme de cette émission. J'ai envie de vous poser 2 questions à l'un et à l'autre pour terminer. Docteur Constant, dans la vie courante,
quelle attitude peut-on adopter à l'égard des personnes qui ont honte ou qui souffrent de problèmes psychiques? Est-ce que parfois on a peut-être trop tendance encore à les stigmatiser? Oui, donc je pense que la stigmatisation est un grand problème, certainement. Donc c'est d'essayer de leur montrer que notre condition humaine à tous inclut ce sentiment parfois de culpabilité, parfois de honte, et qu'on peut en sortir. C'est aussi donner un message d'espoir. Mais c'est d'abord de pouvoir être accompagné, de ne pas rester seul, de demander de l'aide, de demander de l'écoute. Il y a un temps pour tout, et on a beaucoup insisté sur le temps. Le temps intrapsychique n'est pas le temps chronologique. Et donc, il y a des patients qui parfois ont difficile de parler de leur honte, mais il y a d'autres approches. Il y a des ateliers thérapeutiques, il y a le jardinage, il y a d'autres ateliers où on va mettre en scène quelque chose, où on va travailler cette honte, peut-être sans la nommer directement. Et peut-être que dans un deuxième temps, alors on pourra la travailler, mais ne pas rester seul. Ça, c'est le grand message. Caroline Verbroek, quand on a honte, comment faire, entre guillemets, pour en sortir? Question basique, mais voilà, par où commencer? Question très très difficile. En tout cas, que faire? Est-ce que c'est la personne qui doit faire ou est-ce que c'est nous qui devons accueillir chaque personne? Qui devons accueillir chaque personne comme faisant partie de la condition humaine et pour nous, chrétiens aussi, faisant partie des aimés de Dieu. Et peut-être que là, on a encore beaucoup de chemin à faire, y compris aussi dans notre Église. Eh bien, docteur Éric Constant, Caroline Verbroek, merci beaucoup de vos réponses, de nous avoir un petit peu introduit à ce sujet encore donc largement tabou qu'est la honte et, comme on l'a dit au départ, qui nous concerne, en tout cas la plupart d'entre nous. Je rappelle donc le colloque qui aura lieu le 18 mars prochain. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site du Vicariat de la Santé du diocèse de Liège. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, c'est sur la plateforme Ovio, comme d'habitude, ou comme d'habitude aussi, sur le site catobel.be. Merci encore et à très bientôt.